Tu disais tout à l'heure qu'il y avait des photographes qui se bradaient un peu. Est-ce que c'est pas aussi par méconnaissance des tarifs? Alors, il y a de ça, parce que ça reste un milieu assez opaque. Établir ses tarifs, c'est très compliqué. Et on est là pour démystifier les choses. Voilà. Donc donnez-moi les tarifs. Tu payes combien pour avoir les tarifs? C'est la finale du 200 papes. C'est Léon Marchand qui, sur le dernier 50, vient dépasser Christophe Millac. On va aborder un sujet, c'est la concurrence, la relation entre photographes. Je reste fidèle à Canon. D'ailleurs, un point, c'est à quel point vous êtes fidèle à votre marque? Parce que je sais qu'il y a cette guerre quand même au niveau de chaque photographe, défend sa marque corps et âme. Alors j'ai pu emprunter une fois un 100-300 mm ouverture 2.8 chez Canon. J'adore celui-là. Ouais. Alors déjà cette photo a été prise lors des championnats de France élite en salle cet hiver. Donc c'est une photo qui est assez récente. Ok. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que de base c'est pas du tout ce que je cherchais. Quand on pense à une performance marquante, on l'associe souvent à une image. Ces deux personnes en sont les artisans de l'ombre. Bienvenue sur Sport Talk. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet aussi technique qu'artistique, la photo de sport. Élément essentiel à la communication des sportifs, des marques et des clubs. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Gaël et Charles, photographes et vidéastes indépendants qui ont notamment couvert les Jeux Olympiques de Paris 2024. Je sais qu'ils ont beaucoup à nous dire, alors sans plus tarder, plongeons dans cet épisode avec nos invités. Gaël, Charles, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bah écoute, moi ça va très bien. Un peu Ouais. jet-lagué, mais tout va bien. T'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps? Ouais, exactement. Mais je t'en parlerai Oh, tout à l'heure. génial, on Ouais. fait des teasers et tout, très bien. Exactement. Et toi, Charles, comment ça va? Moi, ça va bien, prêt à rattaquer la saison de natation qui va commencer. Ouais, c'est vrai que ça commence un peu maintenant à être vraiment intéressant, on rentre dans le bon. Aujourd'hui, on va parler un peu de photo de sport, et c'est votre spécialité, c'est votre discipline. Par rapport à ça, j'aimerais quand même savoir quand est-ce que vous avez eu le déclic de vous dire « j'ai envie de faire de la photo ». Moi, ça a commencé en 2018, pendant mes études de recherche en éducation. Je faisais passer beaucoup d'entretiens. Et du coup, c'est vrai que j'entendais beaucoup d'histoires personnelles. Et je me suis dit, ces histoires personnelles, j'ai envie de les mettre en photo. Donc, suite à ça, mes proches se sont cotisés pour m'offrir mon premier boîtier. Merci à ses proches. Merci à ses proches. Un premier stage photo d'une journée où j'ai appris les basiques. Mm. Et en fait, j'ai fait d'abord des photos de paysages. Et eu après le Covid, donc j'ai rangé le boîtier. Et je l'ai repris vraiment fin 2021, début 2022. Très bien. Et toi, Charles, du coup, comment ça s'est passé ton approche de la photo? Un peu pareil, enfin, j'étais ado et je prenais un peu de... Enfin, en fait, la photo m'a toujours intéressé, donc j'avais récupéré des anciens appareils photo, des trucs... Bon, le numérique n'était pas encore là, donc c'était plus compliqué de faire des photos, mais on arrivait à trouver soit des boîtiers, des petits trucs. Et puis, en fait, je faisais beaucoup de saxophone à cette époque-là. Et puis, sans le dire à mes parents, j'ai revendu le saxophone et je me suis acheté mon premier réflexe. Et je pense que c'est parti de là, Ok. tout doucement. Et puis après, voilà, aussi le Covid qui a été vraiment le début de la photo de sport pour moi, parce qu'avant, je faisais d'autres choses, de la photo corporate, des événements d'entreprise, des mariages, ce genre de choses. Mais après le Covid, ça a vraiment été le déclic pour la photo de sport. Et quand est-ce que vous vous êtes dit, alors, je suis professionnel de la photo, comment vous l'êtes dit, et aussi comment vous êtes arrivé à vos sports un peu phares, qui est l'athlétisme et la natation? C'est une question très intéressante parce qu'à l'heure actuelle, je vis de ce métier, mais je me sens même pas encore totalement professionnelle. C'est bizarre quand on voit les images que tu délivres, quand on voit ton quotidien, reviens des États-Unis, Mm. enfin, ne pas te dire professionnel de ça, c'est quand même assez troublant quand même. Ouais, en fait, j'ai l'impression d'être professionnelle dans ma pratique, mais tous les à côté, l'organisation, etc., c'est encore des points dans lesquels je pêche beaucoup. Je pense que ça peut me porter préjudice encore dans l'obtention de certains contrats. Et je m'en suis consciente. Mais pourtant, tu te débrouilles déjà très bien. Bah, c'est gentil, merci beaucoup. Et du coup, comment t'es arrivé à l'athlétisme spécifiquement? En fait, j'ai la chance d'avoir deux bons amis qui tiennent un média qui s'appelle Stadion Actu et qui m'ont laissé ma chance en février 2022 sur des championnats de France qui se passaient à Rennes, Ok. ville dans laquelle j'habite. Donc j'ai été pour les dépanner et j'ai tout de suite accroché. J'ai rencontré des photographes adorables et c'est vraiment parti de là. Ils m'ont redonné la chance sur d'autres événements et je me suis dit pourquoi pas, puisqu'en parallèle j'étais quand même chargée d'études à l'université en éducation. Ok. Et ça a pris de plus en plus de place. Et là, je me suis dit, bon, à la fin de mon contrat, 31 janvier 2023, c'est bon, je tente l'aventure à 100%, quoi.
Donc c'est quand même assez récent, mais ça fait plus de 2 ans du coup maintenant. Ouais, c'est ça. Mais ça allait très vite en fait. Ouais. Beaucoup de réseaux, rencontrer les bonnes personnes. Moi, j'adore discuter, donc je pense que ça a peut-être un peu joué dans tout marche. ça. Et toi Charles, du coup, ce côté professionnel, est-ce que tu peux te dire professionnel de la photo aujourd'hui? Oui, après, moi, avant de découvrir la natation, je me considérais déjà comme professionnel de la photo. Moi, j'ai un passé d'ingénieur industriel. J'ai créé une entreprise de location de photobooths. Donc, c'était le tout début des photobooths, donc les bornes photo qui impriment, etc. En parallèle, je proposais des reportages, etc. Donc, je vivais de ça. J'ai jamais travaillé dans une entreprise de ma vie. D'accord. Et après, par contre, sur la partie sportive, je me suis considéré pro quand ça m'a rapporté plus d'argent que ce que ça m'a coûté à me déplacer. Voilà, donc c'est pas si vieux que ça. J'ai contacté des athlètes sur Instagram qui avaient participé au jeu, Damien Métropole Natation. Donc c'est pour ceux qui connaissent Enzo Tesi qui m'a répondu. Je suis venu un matin, on a fait un shooting, ça s'est super bien passé, j'ai eu de bonnes images. Puis je me dis, ouais, c'est cool. Donc j'ai fait le meeting du coin. Et puis après, petit à petit, compétition, championnat de France, championnat d'Europe, championnat du monde. Et puis voilà, jusqu'aux Jeux Olympiques cette année. Voilà. Les Jeux, on va y revenir. Petit coucou à Enzo Tesic qui a arrêté sa carrière maintenant, mais très très bon nageur. J'ai adoré sa personne et le nageur qu'il était. On va parler un peu du terrain. Est-ce que vous pouvez nous dire, Gaëlle, à toi l'honneur, c'est quoi une journée type quand tu es en compétition, quand tu vas couvrir l'athlétisme? Alors, ça dépend vraiment des événements. Donc, je vais cibler plutôt gros événements, style championnat du monde, Ouais, c'est ce qui nous intéresse. Jeux Olympiques, voilà, Ouais. le cœur du métier. Une journée type, on se lève relativement tôt. Ça va être 6-7 heures du matin pour des débuts de session qui vont être à 10 heures. Parce qu'en fait, il faut vraiment pouvoir se préparer. Souvent faire le trajet qui va être long. Ça prend 45 minutes à 1 heure. On se fait notre petit programme, la liste d'athlètes qu'on doit photographier. On regarde aussi les photos positions. On regarde si Internet fonctionne bien pour pouvoir envoyer les photos en direct. Et puis après, on va se placer suffisamment tôt pour être sûr d'avoir une bonne place. Voilà. Il y a une petite bataille quand même. Il y a une grosse bataille, surtout quand on est une femme, et ça, on y reviendra plus tard, mais il y a un vrai sujet, ouais. Ouais, on reviendra sur les relations entre photographes aussi, parce qu'il y a de la concurrence sur les pistes, dans les bassins, mais il y a aussi de la concurrence, j'ai l'impression, au niveau des photographes. Donc c'est super intéressant. Du coup, cette journée-là, tu la partages comme ça aussi, Charles, ou... Je pense qu'il y a pas mal de similitudes entre l'athlé et la natation, parce que les programmes de journée sont un peu similaires. C'est vrai qu'on a les séries le matin, et on a les finales qui sont le soir ou l'après-midi. Donc voilà, je pense que les programmes sont assez similaires. Après, il y a des spécificités qui sont les positions, c'est-à-dire que le bassin fait que 50 mètres de long. En athlé, il y a plusieurs disciplines qui vont se dérouler en même temps, enfin je pense. Oui, tout à fait. Voilà. Tout dans le Mais je pense que sur l'organisation de base ou sur le rythme de la journée, ça peut être assez similaire sur les horaires. Vous avez des pauses quand même entre les séries et les finales, ou cette pause-là, elle sert à quoi généralement pour vous? À trier les photos, à retoucher, à se reposer, manger, vivre peut-être? Alors ça passe dans un second temps, manger, vivre et s'hydrater. Premier temps, ça va être de traiter sa production, envoyer aux clients respectifs. Et en fait, le temps passe quand même assez vite. Nous, on a la chance de pouvoir envoyer en direct du boîtier, ce qu'on ne faisait pas avant les Jeux Olympiques, ce qui permet quand même d'être un peu plus relâche et de prendre le temps, un peu plus le temps de boire qu'avant. On peut passer parfois des journées sans s'hydrater, sans manger. C'est pas bon pour la santé. Non. Quelque chose à rajouter un peu sur cette journée type, Charles? Non, c'est un peu ça le challenge de ces disciplines-là, c'est qu'en fait, c'est pas comme quand vous avez photographié un match de foot où vous avez l'avant-match, vous arrivez 2 heures avant le match, vous avez le match, vous partez 2 heures après le match, vous êtes rentré. Là, vous arrivez tôt le matin. Nous, des fois, on peut réserver notre place parce que sur les photographes en natation, peuvent être positionnés d'un côté du bassin. Donc, on peut réserver notre place des fois pour la journée. Donc, des fois, on arrive à venir très très tôt à la piscine. C'est déjà arrivé qu'on arrive à 6 heures. On met un bout de scotch, on écrit son nom. Et là, on a notre place pour la journée. Donc après, on a la session qui se passe. On fait le break du midi qui peut être, peut-être un petit peu plus long parce que les finales sont peut-être un petit peu plus tard le soir. On traite toutes les photos, etc. Si on peut, on mange, on s'hydrate, on essaye de faire un petit somme. Et après, on rattaque. Et puis voilà, généralement, ça nous fait terminer tard le soir. Il faut savoir que tout est calé par rapport à la télé. Donc du coup, ça arrive qu'on se couche à 1h et on se relève à 5h. Et voilà, donc le faire une fois, c'est bien. Le faire 10 jours de suite, c'est autre chose. C'est un peu ça le challenge physique. Du coup, par rapport à votre workflow de production, comment vous en sortez? Là, tu disais tout à l'heure que vous envoyez les photos en direct, etc. Comment ça se passe? On envoie des JPEG, on envoie des RAW, on les traite pas, il faut les faire dans la seconde. Comment ça se passe? Expliquez-moi tout. Ouais, alors en fait, moi je shoot en JPEG et en RAW, mais pour une souci de poids et d'envoi rapide, je les envoie uniquement en JPEG depuis mon boîtier. Je les envoie sur un serveur qui s'appelle un FTP.
dont mon client les reçoit en direct sur son ordinateur. Ok. Par contre, ce workflow implique que la connexion Internet doit être bonne, qui malheureusement est loin d'être très tôt le cas. Donc là, il faut trouver des systèmes D, en sachant que sur les Jeux Olympiques, par exemple, les petits routeurs 5G ne sont pas autorisés pour D'accord. ne pas interférer avec les autres réseaux. Donc c'est souvent la course parce qu'il faut être aujourd'hui le premier à publier l'information. Ouais, il y a cette nécessité-là, mais pourquoi? C'est une bonne question. En tant que photographe, je trouve que ça ne met pas en valeur notre travail parce qu'on va avoir tendance, parfois, je sais pas toi Charles, mais moi ça prend le pas sur la qualité de ma photo et c'est pas ce que j'aime. Et parce qu'aujourd'hui, peu importe la photo, il faut l'information. Ouais. Donc je sais pas pourquoi, j'imagine que c'est venu avec l'arrivée des réseaux sociaux, etc. Il y a ce besoin Ouais. d'immédiateté, Ouais. et tu sais que si tu passes après certains autres photographes, potentiellement ta photo va pas être retenue. Alors, comme j'arrive déjà sur un événement avec mon client, j'ai Mm. pas ce souci-là, mais c'est mon client qui veut se placer en... Ça Oui. reste un média, donc le premier à sortir l'information. Et c'est plus cette pression-là, en fait, qui va être un peu un challenge à gérer et à tenir compte quand on tire nos photos. Et toi, Charles, comment tu le ressens un peu cette pression de l'immédiateté? Peut-être qu'en natation, il y a un peu moins de concurrence au niveau français, mais au niveau international, quand même, tu dois y faire face. Moi, vis-à-vis de mon travail, je travaille pas vraiment pour la presse, Mm. donc je suis plus pour des marques ou ce genre de choses, donc ils ont moins besoin d'immédiateté. Ça peut arriver, mais je le ressens moins. Après, c'est juste qu'ils vont me demander peut-être plus de photos, parce qu'ils veulent plus de choix, etc. Donc en fait, c'est plus le moment du break, où je vais avoir plus de choses à traiter, et ils vont vouloir tout de suite quelque chose de nickel, des photos nickel. Voilà, quand on envoie du boîtier, bon, les gens comprennent peut-être pas, mais en fait, bon, je vais prendre un appareil peut-être pour Vas-y, montrer. non. Tu veux frimer, vas-y. Non, mais je vais montrer parce que les gens, c'est T'as vrai une que des fois, caméra nous- sur toi ici, là. voilà. Donc là, on a un boîtier photo pro, et en fait ici on Oui, a c'était la marque hein, d'avant. Bon, il ne me paye pas pour l'utiliser, donc je ne vais pas citer la marque. Voilà. Et là, du coup, sur le côté, on a des connectiques, et là, on peut connecter un câble Ethernet ici. Donc, en fait, on va prendre la photo. Du coup, au dos du boîtier, on va avoir un petit bouton ici qui va nous permettre de retenir la photo et de la placer dans la file d'attente. Ok. Et cette photo va directement partir donc sur un serveur, donc un FTP, comme l'a dit Gaël, où la photo va s'afficher. Donc, le client, lui, sur son ordinateur, la photo va s'afficher. Et il peut directement l'utiliser et en faire ce qu'il veut. Sachant qu'on a aussi dans les menus, si vraiment la photo, elle est bien cadrée, etc., mais elle est un petit peu sombre et on a un peu le temps, on peut aussi directement éditer sur le boîtier, donc ajouter un petit peu de luminosité, recadrer sur le boîtier, on peut le faire directement dessus. D'accord. Mais ça reste quand même des retouches qui sont minimes. Peut-être, Gaël, toi, ton envie, c'est peut-être d'aller un peu plus loin à chaque fois dans ta photo et tu as peut-être ce parti pris de l'excellence dans chaque photo. À quel point ça te perturbe? Alors en fait, ça me perturbe dans le sens où j'ai l'impression que c'est pas vraiment mon travail que je suis en train d'envoyer. Ok. Moi, ce que je préfère, en fait, quand je prends ma photo, je la pense d'une certaine manière. Je sais que derrière, je vais la recadrer d'une manière, je vais la retoucher d'une manière. Et là, dans la mesure où elle n'est pas recadrée par mes soins, ni éditée comme je le souhaiterais, bah derrière moi, ça m'importe du coup, pendant la pause du midi, de retravailler les photos comme j'ai envie de les faire, de les repartager sur mon profil pour que les gens voient ma patte et voient mon travail. D'accord. C'est un peu une part de nous qui est vraiment réduite Ouais. par ce mode de fonctionnement. Et à la fois, on gagne aussi du temps parce qu'on n'a pas ça à penser, devoir enlever sa carte SD, l'enlever par WeTransfer et voilà. Je comprends très bien. Est-ce que vous avez une grosse galère sur un événement, quelque chose qui vous a vraiment pénalisé, quelque chose qui se casse, quelque chose qui ne fonctionne pas? Est-ce que vous avez une petite anecdote là-dessus, Charles? Vas-y. Non, moi je suis plutôt ultra prévoyant, désolé de te décevoir, mais je check tout avant de T'as tout partir. en double. J'ai pas tout en double, mais les boîtiers, je suis organisé pour que. Voilà, des fois ça peut arriver, je suis ric-rac, j'ai pris qu'une batterie et je sais pas si elle va passer, mais ça va. J'ai pas encore eu de grosses galères, j'ai pas fait de tomber de matos dans l'eau, voilà. Donc non, pour ma part ça va, je touche du bois pour l'instant, pas de grosses galères. Gaël, vu ton nom sur Instagram qui est Gagastrophe, j'espère que tu vas me régaler. Du coup, dis-moi un Voilà. peu, t'as À eu des l'inverse galères? de Charles, j'en ai une palanquée. C'est-à-dire que bon, je passe le nombre de batteries oubliées quand je suis arrivée sur l'événement en train pour photographier parce que je ne suis pas du tout prévoyante, mais j'y travaille. Premier jour des Jeux Olympiques, se passe la matinée, donc voilà, j'envoie mes quelques photos depuis mon boîtier et puis toute contente, je vais pour mettre ma carte SD dans mon ordinateur qui se tord. J'ai des photos à te montrer si jamais tu veux, à 90 degrés, comme ça. Donc, catastrophe. parle de la carte? On part de la carte, Ok. avec toute ma production de photos dessus.
Ma collègue à côté, mi-fou rire, mi-apeurée. Et en fait, par chance, la connectique de la carte n'avait pas été touchée. Donc j'ai pu exporter mes photos. Et sur les championnats d'Europe à Rome cette année, j'arrive pour photographier du lancer de marteau. Ma collègue doit gérer de l'empreinte matérielle auprès d'une marque qui arrive un petit peu plus tard. Donc je dis, t'inquiète pas, toute seule, je gère. Puis je ferme mon clapet de carte SD, il se casse. Je me dis, c'est pas grave, je sais que sur certaines marques, on peut quand même allumer le boîtier pour photographier. Ce qui, du coup, j'ai découvert n'est pas le cas chez Canon. Donc, je me suis retrouvée avec mon appareil photo. Je ne pouvais pas faire de photos. Donc, j'ai appelé ma collègue à la rescousse qui est venue dépanner. Moi, j'ai été chercher du scotch au bureau média pour rescotcher, que la connectique se fasse bien. Et ce scotch a tenu de juin jusqu'aux Jeux Olympiques. Ah oui, quand même. Ouais. Et toi, tu as des problèmes avec les cartes SD? J'ai des gros problèmes de carte SD qui se formatent aussi pendant un événement. Enfin, voilà. Ah, j'avais vu ça aussi, c'est arrivé à certaines personnes. Ouais. Du coup, on a vu un peu le terrain, tu fais le lien avec les Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça se passe, les Jeux Olympiques, du côté des photographes, les accréditations, les coulisses, comment on fait pour y être? Je pense qu'il y en a beaucoup qui aimeraient. Charles, je te laisse la parole. Ouais, du coup, ça commence longtemps à l'avance. Donc, il faut demander ça au CNOSF. Voilà, donc si vous êtes freelance comme moi, il faut demander directement. Si c'est une agence qui vous envoie, elle, en fait, elle va réserver des places. D'accord. Pour un nombre, voilà, elle va toujours demander le max. Cette demande-là, elle se fait, je crois, 2 ans, Ok, quand 2 ans et demi. Ouais, 2 ans ou 2 ans et demi avant. Donc, c'est assez long. Voilà, donc il y a des accréditations, tout photographe, toute discipline, Ok. donc, ou sport spécifique. Et puis après, il y a des accréditations aussi pour les journalistes classiques, voilà, qui vont être là pour faire de la news écrite, de la presse écrite, télé, voilà. Donc c'est une très très grosse machine. Il y a des plateformes pour gérer ça. Voilà, ça c'est vraiment pour la partie accréditation. Et puis après, sur place, donc il faut savoir que même si vous avez votre accréditation, pour certains événements bien spécifiques où en fait on n'a pas la place de faire entrer tous les photographes, il faut une suraccréditation. Ok. Il y a des sports comme la natation, toutes les finales sont avec suraccréditation. Donc il D'accord. faut tous les jours, en fait, on reçoit un QR code de l'organisation qui nous donne cette suraccréditation pour accéder à la piscine. C'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez même pas rentrer dans le bâtiment. Même pas, voilà, vous êtes à l'extérieur avec les spectateurs. Donc il y a ces événements-là, il peut y avoir des finales de tennis, de basket. Voilà, c'est ceux que je connais, mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Peut-être la finale du 100 mètres, si je ne dis pas de bêtises, ou certaines positions. Je ne sais pas, Gaël, Oui. dis-nous. Mais apparemment, à Tokyo, c'était le cas. Mais cette année, aux Jeux de Paris 2024, il n'y a aucune demande de suraccréditation. Alors, je ne sais pas pourquoi, peut-être l'effet Léon marchant à la piscine en même temps, mais la finale du 100 mètres n'a pas été concernée par la suraccréditation. Mais c'était le cas à Tokyo, à Rio, etc. Et du coup, il y a aussi cet aspect que j'ai pu constater, c'est le prêt de matériel de certaines marques, etc. Toi, du coup, qui a tendance à casser certaines choses, peut-être que ça t'a été utile lors des Jeux, mais en tout cas, comment ça se passe aussi, ce prêt-là? Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de demander ou... Bien sûr. Alors, sur les Jeux, les marques étaient localisées au Media Center. Et donc, il y avait Canon, Nikon, Sony. On pouvait emprunter, en tout cas chez Canon, du matériel de 24 à 48 heures. D'accord. Il fallait le ramener sous réserve de disponibilité. Aussi. C'est du matériel qui est extrêmement demandé, donc c'est normal que tout le monde puisse en profiter, mais c'est l'occasion aussi de tester nouveaux objectifs. Mais est-ce que c'est l'occasion de le tester aux Jeux Olympiques? C'est ça la question, parce que c'est quand même un événement unique, et là, tester du matériel où t'as pas forcément l'habitude, avec lequel t'as pas forcément l'habitude de travailler, c'est pas aussi un peu risqué? C'est un peu risqué, mais la manière dont je suis équipée ne me permettait pas forcément de photographier de manière optimale les Jeux Olympiques. D'accord. Alors, je sais pas ce que t'en penses, toi, Charles, à la natation, mais nous, on était situés quand même très loin de la piste, parce qu'en fait, aux Jeux Olympiques, il n'y a pas de panneaux publicitaires sur lesquels on peut se mettre. On est vraiment collé aux tribunes, assis sur des sièges, et parfois, si on n'a pas le téléobjectif adapté, on peut pas atteindre voilà, les athlètes qu'on doit photographier. Et du coup, toi, t'as eu, pour les photographes qui nous regardent, t'as eu à emprunter quel objectif, par exemple? Alors, j'ai pu emprunter une fois un 100-300 mm ouverture 2.8 chez Canon. Ouais, j'adore celui-là. Ouais. Et au début, pas facile à prendre en main, en plus sans monopode, etc. Après, il est pas très lourd, mais c'est juste que ça change beaucoup d'un 70-200 avec lequel j'ai l'habitude plus de travailler. Mais justement, c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'on découvre une autre manière de travailler, d'autres angles de vue, et on finit par y prendre goût, quoi. Est-ce que tu l'as acheté après, derrière? Alors malheureusement, j'ai pas le budget, mais si Canon m'écoute, L'appel est lancé. l'appel est lancé. Et du coup, toi, Charles, t'as eu l'occasion de louer du matériel? Ouais, j'ai été chez Nikon, qui m'a prêté un 100-400 parce que je ne l'ai pas et je le voulais pour la natation en eau libre parce qu'on est amené pas mal se déplacer et puis on avait la possibilité aussi d'embarquer sur un petit bateau pour suivre les nageurs. Donc je me voyais pas, voilà, il me fallait vraiment beaucoup de flexibilité. Ouais. Et puis on n'a pas du tout de problème de lumière en extérieur.
contrairement en intérieur. Donc on a besoin de gros téléobjectifs avec beaucoup de lumière qui peuvent rentrer à l'intérieur. Donc voilà, je voulais un objectif avec une très grande plage de zoom pour vulgariser. Donc j'ai pu emprunter ça, donc c'est vraiment très pratique, vous y allez. Ils prennent votre accréditation, ils la scannent, ils vous donnent le matériel, vous le ramenez, voilà, il n'y a pas de caution, il n'y a pas rien. Non, voilà. Pourtant, c'est quand même des objectifs qui peuvent valoir 10-15 000 euros Ouais. et vous avez ça comme ça. Donc c'est quand même une chance en fait quand tu es accrédité au jeu, c'est une belle occasion. Est-ce que vous avez envie de la revivre cette expérience-là? Ouais, personnellement, c'est un objectif de couvrir les prochains Jeux Olympiques. Et maintenant, plus uniquement sur de l'athlétisme, mais j'aimerais davantage explorer d'autres sports, quoi. Quand on était au Stade de France, je pense à une des finales de Léon Marchand où le stade s'est arrêté. Et quand il a gagné, tout le monde était sur son téléphone à hurler. Et là, je me suis dit, j'aurais peut-être bien aimé être à la piscine. Voilà. Ok, et toi Charles, c'est un objectif pour les prochains Jeux? Oui, complètement. Ouais, c'est vrai qu'une fois qu'on y a goûté, c'est en termes d'organisation et de déroulement de l'événement, c'est en tout cas quand on couvre qu'un seul sport, c'est très proche d'un championnat du monde. C'est-à-dire que c'est la même logistique, c'est à peu près les mêmes personnes, c'est les mêmes disciplines, c'est le même calendrier de compétition, en tout cas pour une discipline. Par contre, c'est toute l'émotion qui vient autour. Le monde regarde, alors que d'habitude, vous avez un championnat du monde, il y a les passionnés qui vont regarder la télé et un petit peu plus, mais là, vraiment, la planète entière regarde, il y a de l'émotion. C'est ça, le truc magique des Jeux, c'est que c'est vraiment ce qui vient rajouter, c'est l'émotion supplémentaire. C'est une fois toutes les 4 ans, c'est toujours toutes les disciplines en même temps, tout le monde regarde. Donc c'est ça qui fait que c'est incroyable. Et puis généralement, les lieux de compétition sont un petit peu plus, on va dire, sexy. Ouais, c'est plus travaillé. Et puis un truc pour nous, les photographes, c'est qu'on n'a pas de pub. Eux, les pubs essayent de se mettre le plus possible en lumière, c'est avec de trouver les meilleurs emplacements, que ce soit le plus visible sur les photos. Au JO, il n'y a pas tout ça, donc on a des photos beaucoup plus clean. On a beaucoup plus le sportif qui est au centre de l'image. On n'a pas une pub pour un tel ou un tel qui est en arrière-plan qui vient distraire. Donc c'est ça qui fait aussi que les Jeux, on a des images exceptionnelles. Comment vous faites en tant que photographe pour trouver votre patte, en sachant que potentiellement vous êtes une dizaine à photographier la même chose, la même personne peut-être, parce que c'est la personne phare sur une épreuve. Comment vous faites pour vous différencier? C'est une très bonne question parce que je me la suis posée au début quand je suis arrivée sur mon premier événement de me dire il y a tout le monde qui est à l'arrivée du 60 mètres, quoi. Et là, je me suis dit, le truc, c'est qu'il faut que tu regardes dans ton rétro et que tu ailles là où il n'y a personne. Comme ça, tu es sûr d'avoir la photo. Elle plaira ou pas, mais au moins, ça sera toi. Ouais. Et je pense que moi, j'aime beaucoup, plus que le mouvement, une dimension humaine, ressentir des émotions quand on voit mes photos. C'est vraiment ce que je recherche. Je me suis inspirée forcément. Je regarde le travail d'autres photographes, juste vraiment pour m'inspirer, pas pour copier, parce que je pense que c'est vraiment deux choses différentes. Et je me dis, ok, ma patte Gagastrophe, c'est là où il n'y a personne et la photo humaine, quoi. Moi, j'aime bien tenter des trucs qui sont pas été fait avant, me mettre pareil où potentiellement c'est pas une bonne idée de se mettre, se mettre le plus près de l'eau possible. Donc voilà, on termine pas couché, mais voilà, l'objectif le plus au ras de l'eau possible. Et moi, ce que j'aime bien, c'est montrer quelque chose qu'on peut pas voir à l'œil nu, parce que les appareils photo peuvent figer jusqu'à un 10 millième de seconde. Même avec une caméra slow-mo, il y a des choses que vous ne pouvez pas arrêter. Et des fois, on est tellement au ras de l'eau et c'est un instant tellement vif. Voilà, moi, une photo que j'aime bien faire, c'est les nageurs qui chargent vers nous. Sur certaines disciplines en nage libre, donc en crawl, on voit juste leurs yeux qui passent à travers la vague, qui créent. Et ça, c'est un truc que j'adore parce qu'on ne le voit jamais à la télé. Mais quand on voit une bonne photo de ça, c'est un truc que j'aime bien. Donc, voilà. On va passer à vos photos. Alors, cette photo que j'afficherai à l'image, du coup, Gaëlle, est-ce que tu peux nous la commenter? Alors déjà, cette photo a été prise lors des championnats de France élite en salle cet hiver. Donc c'est une photo qui est assez récente. Okay. Ce qui est intéressant sur cette photo, c'est que de base, c'est pas du tout ce que je cherchais. Je me suis mise entre deux haies. La première, c'était pour avoir une photo un peu neutre classique d'un passage de haie profil face. Et c'est juste que en fait, j'ai continué de le suivre avec l'autofocus sur lui. Et voilà, et dans ma prod, au début, je vois cette photo et je me dis, elle est un peu ratée. Il y a quand même, je pensais qu'il irait un peu plus vite, mais il y a moins de gens à côté de lui. Non, mais je rigole, mais c'était un peu ça. Je pensais que je l'aurais de manière plus jolie. Et en fait, en recadrant, en retravaillant, je me suis dit, mais il y a quelque chose. Lui, son visage reste net. Bon, c'est croppé, donc ça perd un peu en qualité. Mais là, je vois ça un peu comme une œuvre d'art avec une danse, un ballet de jambes et de bras. Et voilà, c'est pour ça que c'est ma photo préférée. Du coup, tu as dit que tu as recadré. À quel point vous autorisez à recadrer une photo et à vraiment aller chercher peut-être du détail sur une photo qui est peut-être beaucoup plus grande de base? On y va quand même. Non, il faut voilà, les gens ont des iPhones, ils font 40 mégapixels, ils prennent une photo. Quand vous zoomez, c'est pas nickel.
un appareil photo pro aujourd'hui, si la photo est bien nette, vous avez la bonne vitesse d'obturation, elle n'est pas floue et tout, vous pouvez vraiment y aller très très fort. Sachant qu'aujourd'hui, un client va vous demander, généralement, ça va être utilisé sur un écran, sur le net, donc il n'y a pas besoin non plus on ne va pas imprimer sur un building, donc on peut y aller. Donc pour les aficionados des pixels, je dirais moi jusque allez, 1500 par 1500. Vraiment, au cas extrême, ça va être ça, quoi. Charles, je te passe l'iPad. Ouais. Je crois que c'est la top 1, celle-là, ou top 3, je sais pas, top 1. J'ai pas vraiment fait un top. Du coup, j'ai choisi 3 photos. Donc, Ok. cette première photo-là, c'est pas la plus belle, mais j'ai choisi celle-là parce que je crois que c'est le moment des jeux qui va rester. Donc, c'est la finale du 200 papes. C'est Léon Marchand qui, sur le dernier 50, vient dépasser Christophe Milak pour remporter un nouveau Recordman du monde du 200 papillons. Et là, la piscine va exploser. Donc c'est plus l'émotion liée à ça parce que j'avais vraiment l'impression que la piscine allait exploser. Le bruit toute la semaine avait été fort pour son premier titre, etc. Mais là, Ouais. là, ça a dépassé l'entendement. C'est un truc. C'est un peu comme quand vous allez voir un match de foot et que la foule explose. Mais là, en fait, vous le sentez monter. Et ça arrive à ce niveau audio-là, et ça continue de monter. Et vous vous dites, mais c'est pas possible. Et même moi, ça déstabilise parce que ça vous fait presque peur. Le niveau audio était vrai à faire mal aux oreilles. Ouais. Et vous sentez que les gens sont sur le truc. Et voilà. Et je pense que peut-être lui l'a senti aussi. Et ça l'a. Même dans l'eau, il l'entendait, donc c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Donc c'est pas la plus belle, mais c'est plus. Enfin, la plus belle, il y a toujours 10 000 façons de juger une photo, mais c'est plus le côté émotionnel et souvenir que j'ai quand j'ai pris cette photo-là. Voilà. Et je l'avais pas vue tout de suite d'ailleurs, parce que j'en ai pris tellement ce soir-là, après à l'arrivée. Mais ce que j'aime bien sur la photo, c'est qu'on sent, par ce jeu un peu de perspective, que Léon, il est en train de dépasser Milak. Tu vois, ça se sent et ça s'inscrit un peu dans cette photo. Et véritablement, le focus se fait sur Léon, forcément, en laissant un peu Milak dans le flou. Et je pense que ça reflète aussi un peu, alors ça c'est ma lecture, hein, ça reflète un peu aussi son état, tu vois, de son état de flou, parce qu'on le sait dans cette course, il a été un peu déstabilisé par son adversaire Léon. Le fait qu'il soit dans le flou, moi, ça reflète un peu cet aspect-là qu'il est perturbé, en sachant que c'est le recordman du monde, du 200 papillons encore à l'actuel, c'est le meilleur nageur du 200 papillons, et qu'il a réussi à se faire battre au moment où c'est le plus important. Est-ce que vous voulez qu'on continue sur les photos ? Bon, allez, moi je suis Ouais, chaud. avec plaisir. Cette photo-là, c'est pas non plus la plus belle photo du monde en matière de technique, on est loin d'être sur une grande photo. Mais par contre, pour moi, c'est le plus beau moment des Jeux français à l'athlétisme. C'est la seule et unique médaille française d'ailleurs, celle de Sirena Samba Mayela, donc au premier plan, sur 100 mètres haies. Et en fait, cette photo, elle représente tout. C'est-à-dire que Sirena, elle est sortie d'années un peu plus compliquées, elle a tout changé l'année dernière, elle s'est exilée aux États-Unis, elle a fait beaucoup de sacrifices. Après une année 2024 superbe, un titre à Rome, elle a eu le Covid. Et là, elle est revenue de très très loin pour obtenir cette médaille. Et ses larmes, c'était juste incroyable. Tout le stade était en folie. Et d'ailleurs, elle est félicitée par l'ancienne championne olympique, qui était aussi sa camarade d'entraînement. Donc voilà, je la trouve très très forte. Cette photo, j'en ai encore des frissons quand, quand je la revois. C'est très parlant. Il y a un aspect où je trouve que pour avoir une photo parfaite, on aurait aimé peut-être à l'arrière-plan ne pas avoir cette personne-là, ces pieds-là, etc. C'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression que ce qui la rend extraordinaire, cette photo, c'est aussi cette imperfection de se dire on a saisi un moment où il se passait plein de choses et ce moment-là, en tout cas, il est marquant. C'est ça. Et j'ai une question concernant le noir et blanc. Mm. Quand est-ce que vous décidez de passer une photo en noir et blanc ? À quel moment ? C'est pour cacher quelque chose ? C'est pour s'enlever du travail ? Dites-moi. Oui, je pense que généralement c'est les couleurs. Quand on a un truc un peu trop funky et que ça vient distraire, c'est-à-dire que la scène est intéressante, mais en fait on a une couleur en arrière-plan qui va venir prendre le pas. Alors là je sais pas, mais peut-être qu'un des photographes en arrière-plan a une chasuble jaune fluo, Ouais. et en fait votre œil va tout de suite sauter sur ça avant de sauter sur le sujet. C'est pas le but d'une photo. Bon, c'est peut-être pas le cas, mais c'est ce genre d'exemple. C'est un exemple. Donc en fait, le fait de mettre du noir et blanc, ça va permettre de recentrer ou de lisser en fait cette partie couleur, d'annuler la partie couleur, et l'œil va directement aller sur le sujet parce qu'il va être beaucoup plus fort que l'arrière-plan qui est généralement un petit peu flou. Donc voilà, c'est plus quand c'est un peu trop funky, voilà. C'était complètement le cas. Voilà, on a les coulisses, j'adore ça. Du coup, Charles, est-ce que tu voudrais nous parler d'une autre photo ? Tu choisirais laquelle ? Allez, je te laisse. On va partir sous l'eau. Celle-là, qui est championnat de France Petit Bassin Chartres 2022.
si je ne dis pas de bêtises, qui est un nageur du C de Marseille. C'est Oh, Clément? non, c'est Qui? Mickaël Ah oui, Schroeder d'Aruba. d'Aruba, Ah, voilà. exact, ouais. Et voilà, et du coup, c'est la première fois où en fait, du coup, j'ai bricolé un truc, j'ai fabriqué un caisson étanche pour aller sous l'eau. Mhm. Voilà, donc c'est vraiment du boulot, faut aller très tôt le matin avant l'échauffement. Donc là, même pour un championnat de France, il faut se lever à 5h30, 6h, mettre le truc sous l'eau, tester. Et là, je peux dire que quand vous avez un boîtier à 10 000 balles sous l'eau, vous avez très très peur au début. Et quand je le fais, j'ai encore très très peur. Et je J'imagine. vérifie toutes les 5 minutes que la connexion marche. Et voilà, donc ça c'est la première fois que je mettais. Un peu de manque d'expérience parce que généralement les boîtiers ils ont tendance à le mettre proche du départ pour capter les coulées. Mm. Parce qu'il y a un truc qui se passe, c'est que les nageurs, quand ils commencent à nager vite, ils font énormément de bulles sous l'eau et c'est le bazar. Et voilà, là je l'avais mis un peu plus loin, donc là on est à la ligne des 15 mètres, donc Ok, juste au premier coup de bras. Mm. Et là, magie, symétrie quasi parfaite, le nageur a excellente position, enfin tout se passe bien. Donc voilà, et je n'ai jamais refait une photo comme ça. On sent quand même quand vous parlez qu'il y a aussi cet accident en fait qui se passe. Tu parlais avec la photo de Willem, Mm. celle-ci aussi. Il y a une part d'accident. Alors, accident que vous provoquez parce que vous faites quand même beaucoup de choses aussi pour l'avoir. Vous connaissez votre matériel, vous savez aussi comment l'utiliser pour provoquer ces accidents-là. Mais c'est vrai que c'est pas non plus une science exacte et vous savez exactement ce que vous allez choper. Des fois, vous allez avoir des choses qui n'étaient pas prévues à la base. Aussi parce que vous pouvez pas prévoir ce qui va se passer. Hein. On peut pas prévoir que Serena elle va avoir sa médaille, on peut pas prévoir que Léon Marchand il va dépasser Milak. Mm. Mais c'est des choses qui arrivent et vous faites en sorte de les capter. J'adore cette photo par la symétrie. Ça vient beaucoup avec. J'adore ça, la symétrie. J'adore dans mon organisation de vie, etc. J'adore tout ce qui est bien cadré, etc. Et là, cette photo, elle me parle énormément. Enfin, j'aurais adoré la faire. Donc, je suis un peu jaloux. Ouais. Elle est magnifique. Écoute, tu peux toujours. Il y a encore temps, tu vois. Ouais. J'ai essayé de la reproduire. On parlait d'inspiration tout à l'heure. Eh ben, ça sera une de mes inspirations. Allez, on continue avec une troisième photo. Allez. Et après, on va pas faire que ça. Mais Donc cette photo-là, c'est toujours aux Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est suite à la qualification de Marie-Julie Bonin, Mm. ici présente, en finale de saut à la perche. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette qualification était historique, puisque j'ai plus le nombre exact en tête. Normalement, on sélectionnait 8 athlètes, et en fait, il y a eu tellement d'égalité en termes de franchissement de barre qu'ils en ont pris, je crois, 13. d'accord. Voilà, donc c'était historique. À ce moment-là, Marie-Julie pense qu'elle est éliminée et sa mère lui fait un bisou sur le front en disant mais enfin, voilà, c'est un moment qui est hyper fort parce que je suis très proche de cette athlète et c'était elle la consolait en fait. Et la seconde d'après, elle apprend qu'elle est qualifiée. Là, j'ai d'autres types de photos, mais celle-là, pour moi, c'est l'instant la bascule, juste avant la bonne nouvelle. Et voilà, c'est pareil, c'est une photo. Cette partie blanche, j'aimerais qu'elle soit un peu moins présente, etc. Mais c'est plus le moment. On ressent quand même façon. dans vos explications que la partie technique, certes, elle est importante, etc. Il faut réussir à figer le mouvement ou à faire un filet ou quoi que ce soit. Mais que ce qui prime, c'est d'abord l'émotion que dégage la photo. Vous, peut-être égoïstement aussi, ce que vous avez vécu à travers ce moment-là, mais le partager. Donc, il y a quand même beaucoup d'émotions dans les photos avant tout, avant l'aspect technique. Ouais, je pense que c'est vraiment important, c'est ce qui va toucher les gens. On peut avoir une photo avec énormément d'émotions qui est pas très esthétique, Mm. qui va énormément parler aux gens. Et puis après, à l'inverse, on peut aussi avoir une photo, voilà, comme la photo d'avant. C'est pas une photo émotion parce qu'on est sur une série du matin. Il n'y a pas d'enjeu. C'est les championnats de France petit bassin, voilà. Donc on peut mélanger les deux. On peut bouger le curseur forcément entre les deux. Mm. Mais à l'extrême, on a vraiment une photo pas esthétique du tout, mais avec énormément d'émotions. Et une photo, voilà, parfaitement super esthétique avec un arrière-plan hyper truc, le timing, le truc. Et voilà. Donc là, ça, c'est les deux extrêmes. Et puis voilà, après, quand vous êtes au milieu, généralement, c'est une photo qui passe un peu plus inaperçue. C'est-à-dire que Ok. s'il n'y a pas trop d'émotion et pas trop d'esthétique, bon voilà, c'est une photo d'information qui va informer. Voilà. Par contre, si vous tendez, donc voilà, des fois on choisit pas de quel côté on va, Mm. mais Et surtout que la seconde d'après, en fait, on peut avoir une émotion, la seconde d'avant pas trop, donc c'est aussi choper le bon moment. Charles, est-ce que tu veux nous parler d'une troisième photo? Ouais. Aïe. ouais, celle-ci. Donc voilà, du coup là, je vous emmène dans les airs. Donc on a fait Donc un du peu coup, les on change, trois- là, on prend un aspect où il y a plus trop d'émotion quand même. Là, il n'y a plus trop d'émotion, pareil. Très esthétique. Du coup, championnat de France À Rennes. Rennes,
Et du coup, c'est toujours impressionnant parce qu'il y a énormément de nageurs. Et puis, il faut savoir qu'à Rennes, donc là, c'est vraiment le bassin échauffement qui est à l'extérieur. Il y a le bassin de compétition qui est à l'intérieur, qui est un peu moins joli, Qui est un peu vieillot, un c'est peu vrai. vieillot. Et du coup, tous les nageurs, il faisait beau. Tous les nageurs ont envie de. C'était l'avant-dernier jour. Les nageurs, ceux qui ont peut-être un peu fini ou qui ont un programme un peu plus light, tout le monde a envie d'aller nager un peu dehors, d'aller s'échauffer dehors. Je me dis, bon, on va voir ce que ça donne. Et du coup, je fais une vidéo et des photos. Et en fait, ça a été un gros carton quand j'ai publié parce que ça avait peut-être jamais été vu. Et puis là aussi, ça marche bien parce qu'on est sur un bassin avec un fond en inox Mm. qui crée ce bleu très vibrant. Donc voilà, ça. À quel point tu l'as retravaillé cette photo? On sait que les capteurs de drone, c'est pas les meilleurs capteurs. Toi qui as l'habitude de travailler avec des boîtiers Pas- qui sont quand même. C'est sûr qu'il y a un gros écart de qualité. Après, quand on a de la lumière, Mm. ça fait le travail. Pas énormément, voilà, j'ai quand même donné un petit parti pris niveau couleur, voilà, un petit peu quelque chose, un petit peu plage soleil avec un petit peu plus chaud. Mm. La couleur de l'eau est pas si éloignée que ça de la vérité. Moi, j'adore cette photo. Je me rappelais quand tu l'as postée. Enfin, on a tous fait wow parce qu'en fait, on a l'habitude d'avoir des photos de nageurs, on a l'habitude d'avoir des photos de gens qui nagent, gens derrière le plot. Mais cette photo-là, en fait, c'est de l'inédit et je pense que c'est ce cas aussi qui a fait mouche parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre de choses. Mais Si je peux parfait. juste rebondir sur Dis-moi, quelque chose que oui. Charles a dit que je trouve très intéressant. Quand tu parles des piscines, l'intérieur qui n'est pas très joli, dans l'athlétisme, c'est exactement pareil. Mm. Parfois, tu arrives dans un lieu sur une compétition avec des idées préconçues de photos, et en fait, tu te rends compte que le stade est tout bonnement horrible et que tu vas pas pouvoir réussir, pour autant, une même discipline, le même mouvement que d'habitude, à sublimer l'athlète de la même manière. Et c'est un élément que j'ai découvert en faisant un peu de photos de biathlon cette année, qui est un événement en extérieur, où là tu peux jouer avec la nature, tu peux jouer avec des ombres, tu peux jouer avec tellement de choses, qui parfois peut se révéler un petit peu frustrant dans notre métier, où on reste dans des stades, dans des piscines. Voilà, c'est vraiment un élément que j'ai découvert en fait au fur et à mesure. Au début, je me rendais pas forcément compte de l'importance des à côté, puisque je figeais juste un mouvement. Mm. Et en fait, on se rend compte que quand tu as des belles formes géométriques, des belles lumières intérieures, tu peux parfois capter des choses assez incroyable, et à l'inverse, parfois, ça peut être un vrai enfer. Ouais, si on n'est pas du bon côté du bassin ou qu'on a la lumière du côté qu'on souhaite pas, ça peut être, voilà, ça peut. Mm. T'as connu un peu ça aussi avec le libre, le fait de pouvoir profiter d'un élément, de quelque chose d'extérieur aussi, avec le libre, c'était un peu ça, la liberté un peu plus. Sur ceux que j'ai fait, hormis les jeux, j'ai pas eu trop cette sensation-là parce qu'on n'était pas dans des destinations vraiment Mm. paradisiaques. Par Ouais. contre, sur les jeux, oui, j'ai pu prendre quelques très bonnes photos qui vont être plutôt des photos d'ensemble parce que c'était un horaire assez matinal. On était sur le bateau le matin, on avait l'enfilade des ponts de Paris. Voilà, la discipline reste la même, mais le cadre fait que ça change beaucoup. C'est les choses qu'on peut retrouver, par exemple, quand on fait, je pense, de la photo de rallye en voiture. C'est quelque chose, en fait, quand vous regardez les photos de rallye, les photographes essayent de vraiment mettre l'accent sur le lieu, à quel endroit ça se déroule. Voilà, pas forcément que la voiture qui va vite, qui est puissante, donc voilà, c'est montrer le cadre, montrer l'écrin de la compétition, c'est aussi quand il vaut le coup, c'est ça. Après, sur celle que j'ai fait en dehors des jeux, on était dans des zones portuaires où après, quand vous cadrez vers le large, vous avez juste l'horizon. Donc voilà. Oui, bon, je t'inviterai en Guadeloupe, tu pourras faire des photos pour une Coupe de France ou quelque chose comme Ouais. ça, et tu vas voir qu'on a des très beaux paysages en Ah non, Guadeloupe. mais j'en doute pas une seconde. Alors, on va parler à quelque chose qui intéresse beaucoup les photographes, on va parler du matériel. Pour le coup, je vais demander de rapporter un peu de matériel, je vais lancer un peu les hostilités. C'est pas forcément une bataille, même si j'ai l'impression quand même que ça joue un peu. Du coup, quel matériel vous utilisez le plus pour votre pratique photo? Alors, moi, j'utilise le Canon, donc le boîtier Canon R3, Ok. principalement, Que t'as apporté que aujourd'hui? j'ai apporté, hop, qui est ici, associé à son 70-200 mm ouverture 2.8, parce qu'en athlétisme, c'est ce qui se révèle être le plus polyvalent, notamment sur des meetings, etc., où on a relativement des accès assez proches. Et aussi pour des questions logistiques, j'aime pas trop me promener avec un téléobjectif ou un truc un peu lourd, et que ça fait très bien l'affaire. Très bien. Voilà. Donc du coup, ton objectif favori, c'est le 70-200. T'as autre chose? Et ben mon objectif favori n'est même pas mon 70-200, c'est l'autre que je vais te montrer. Dis-moi. C'est mon 24-70, Ok. parce que comme je te le disais tout à l'heure, moi ce que je préfère capturer, c'est plus des émotions. Donc j'aime bien arriver avec mon boîtier
et mon grand angle collé sur le nez de ceux qui sont en train de se faire des embrassades Ok, donc après t'es les un peu courses. intrusive, quoi. Oui, exactement. Je suis un peu un paparazzi. Ok, très très bien. Donc du coup, sur Canon, Ouais. et le combo favori, 24-70, 70-200. Exactement, le plus Et quand polyvalent. à l'occasion, aux Jeux Olympiques, tu peux avoir un 100-300. Est-ce que Exactement. d'aventure, si le prix n'était pas une contrainte, est-ce que d'aventure, tu aurais aimé l'avoir dans ton parc optique, ce soit 100-300? 100%. Parce Ok. que ça, on arrive à capturer des éléments qu'avec un 70-200, alors oui, si on recroppe vraiment, on pourrait retrouver, mais ça peut être des gouttes de sueur, des choses comme ça, des clignements de cils, voilà, qu'on Et n'aura jamais vraiment avec un est-ce 70-200. que tu as un autre objectif que tu aurais aimé avoir ou tu resterais sur le 100-300? J'hésite entre 100-300, alors l'exact opposé, un fisheye. Ok, Voilà, juste parce que parfois je vois des photos que font certains photographes au fisheye et que je trouve assez incroyables, notamment dans une fosse à steeple. d'accord. Voilà, les jets J'allais le dire. Voilà. On est assez raccord. Parfait, on va passer à Charles du coup. Toi du coup, quel est ton objectif? Non, genre, on va commencer par le boîtier. Ouais, Tu as boîtier. montré tout à l'heure de Nikon. Du coup, deux boîtiers aussi. On peut peut-être expliquer aux gens pourquoi on utilise deux boîtiers. C'est vrai, pourquoi on utilise deux boîtiers? Alors, c'est une raison toute bête. C'est qu'en fait, on pourrait utiliser qu'un boîtier et changer l'objectif, mais en fait, on n'a pas le temps. En fait. C'est Ouais. juste ça. Donc, en fait, là, vous changez, vous avez vos deux boîtiers et vous permutez de l'un à l'autre. Question de Voilà. réactivité et aussi de potentiellement si tu as un problème avec un, tu as aussi ça. Mais c'est vrai que la priorité c'est quand même avoir deux objectifs différents. Boîtier Z9 Boîtier, ouais, Nikon Z9, qui commence à dater un peu mais qui fait toujours très très bien qui l'affaire. fait très très bien le boulot en photo et en vidéo. Voilà. Et puis après, l'objectif favori, pour la natation, on est quand même assez loin. Donc là, on va Pour la sortir natation. l'artillerie lourde. Voilà. Donc en natation, on est assez loin et souvent en intérieur. Donc il nous faut de la lumière et de la portée. Donc voilà, c'est l'outil numéro un. Si vous allez assister à une compétition de natation, vous allez voir que tous les photographes sur le bord du bassin ont ça. Ok. Voilà, c'est l'outil indispensable pour faire la photo de natation. Je vois que du coup tu as un téléconvertisseur intégré. Alors ce qui me fait écho à quelque chose, c'est que du coup Gaëlle elle utilise des zooms, toi tu utilises des focales fixes. Focales fixes qui ne sont pas forcément que des focales fixes avec le téléconvertisseur 1.4. Quelle est ta pratique par rapport à ça? Pourquoi tu as choisi des focales fixes et pas des zooms? Tout simplement parce qu'il nous faut de la lumière. Bon, quand on a la chance de pouvoir assister à une compétition en extérieur, ce qui n'est pas souvent le cas, Mm. là on n'a pas ce souci-là. Mais moi, ce que j'aime vraiment dans la focale fixe, c'est vraiment avoir un arrière-plan. Donc souvent, qui dit focale fixe dit plus grande ouverture. Mm. Donc ça veut dire concrètement, pour vulgariser, c'est que l'arrière-plan va être Plus flou. plus flou rapidement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment isoler le sujet. Donc voilà, on va pouvoir avoir juste le sujet bien net et l'arrière-plan bien flou derrière. Donc ça, c'est quelque chose qui me botte. Là, je ne l'ai pas là, mais quelque chose que j'aime bien utiliser aussi, c'est un 85 mm 1.2. Ouais. Voilà, donc c'est assez intéressant pour les photos de médailles. T'as d'autres objectifs avec toi? Est-ce que c'est des objectifs que tu utilises moins ou Quand j'ai besoin voilà, de polyvalence, 70-200 aussi, si c'est vraiment un truc que les amateurs doivent utiliser ou investir, dépenser de l'argent, 70-200? achetez ça, vous allez faire des photos de dingue avec ça. Dans 80% des cas et pour 90% des sports, vous pourrez faire des photos incroyables, pas que pour le sport, mais c'est vraiment un objectif que je recommande à tout le monde d'acheter. S'il y en a un que vous devez acheter pour le sport, achetez celui-là. 70-200, peu importe la marque. Si vous n'avez pas trop d'argent, prenez un F4, parce que bon, nous on a des 2.8. Mais allez-y, vous ferez des photos vraiment incroyables. Vous en trouvez en occasion qui ont quelques années. Ça a été construit pour les professionnels. Vous pouvez, je ne vais pas dire les balancer au sol, mais c'est très, très, très bien construit. C'est très costaud. Donc voilà. Et puis après, j'ai toute une série de zooms aussi. Donc là, on a le 24-70. Ok. Voilà, qui est ici. Et puis après, le 14-24, voilà, que j'utilise plus rarement ou que j'utilise dans le caisson étanche Ouais. pour faire les photos sous l'eau. D'ailleurs, dans le caisson, du coup, t'as un dôme ou Oui, c'est ça. Donc en fait, je mets ce boîtier-là avec cet objectif-là, Ok. comme ça, et après on vient le mettre à l'intérieur d'un caisson étanche. Ok. Et devant, t'as un dôme. Et j'ai un dôme, voilà, Ok. on a un dôme en plexiglas qui est là devant, et puis après on a un câble qui est relié à l'extérieur et qui nous permet de voir ce qui se passe et de prendre les photos.
une grosse organisation. Oui, c'est pas mal de boulot. D'ailleurs, tu parlais tout à l'heure de F4, etc. Est-ce que aussi, avec l'avènement de l'intelligence artificielle, le débruitage, etc., est-ce que pour vous, c'est moins une contrainte aussi de parfois monter dans les ISO quand ça s'y prête ou quand vous n'avez pas le temps de faire quelque chose? Alors, je sais pas pour Charles, mais moi, personnellement, complètement. C'est-à-dire que maintenant, quand il fait un peu nuit, je me permets de moins monter. Alors, il faut aussi savoir que les boîtiers sont quand même plus performants C'est vrai. qu'avant. Donc déjà, on peut monter un petit peu plus haut que quand on utilisait des réflexes. Mais oui, moi, j'en tiens complètement compte. Je sais que typiquement sur Lightroom classique, je vais utiliser derrière l'IA enfin l'intelligence artificielle, pardon, pour réduire le bruit. Alors, il faut pas en abuser non plus si on veut pas que les athlètes aient un visage De poupon. de poupon. Mais voilà, j'en tiens compte en amont. Je pense que l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui nous permet d'améliorer notre workflow, notre édition, etc. Mais voilà, il y a toujours dans une juste mesure, il faut trouver le juste milieu, ne pas en abuser et à terme ne pas nous remplacer totalement. Pareil, tu t'inscris dans la même ligne? Ouais, pour tout ce qui est bruit, etc. Moi, j'utilise plutôt des logiciels externes qui vont venir juste traiter. Mais oui, on peut faire, je vais pas dire des miracles, mais on peut vraiment améliorer la qualité d'une photo et on peut du coup se permettre de recadrer plus parce que ça va être un peu plus propre. Donc oui, complètement. Moi, j'utilise les logiciels. Ça peut prendre un peu de temps dans un workflow parce qu'il faut bien sélectionner. Vous ne lancez pas ça sur une série de 500 photos. Vous en sélectionnez 15, 20, 30. Vous lancez le process pour qu'il vous améliore le bruit. Mais ça peut vraiment faire un excellent boulot aujourd'hui. Et plus ça va, plus les algorithmes sont améliorés. Voilà, Tu peux assez agrandir la photo, on parle de la réduction de bruit, mais aussi l'agrandissement de la photo. Et également, ouais, je pense que ça va un peu ensemble. C'est-à-dire qu'une photo qui est assez clean, pas bruitée, c'est très facile de l'agrandir aujourd'hui avec un algorithme. Et une photo qui est très bruitée, quand on recadre aujourd'hui, enfin, c'est pas très propre et on perd beaucoup de détails. Et le débruitage va permettre aussi déjà d'enlever le bruit. Donc, voilà, vous voulez peut-être une photo d'iPhone de nuit, ces petits grains qui se promènent de couleurs. Ça vous permet aussi de ramener des détails. Donc, quand vous allez pouvoir recadrer avec plus de détails votre photo. Est-ce qu'il y a un objectif ou une nouveauté que vous aurez aimé utiliser, un nouveau boîtier, une nouvelle optique qui vous donne envie? Charles, je sais que tu adores le matériel. Donc, chez Nikon, là, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de nouveautés. J'aimerais bien le 100-300 de chez Canon. Et chez Sony, ils ont aussi le 50-150 F2 qui vient de sortir, qui a l'air d'être un très bon produit adapté pour plein d'autres choses. Chez Nikon, pour l'instant, j'ai un peu testé. Pour l'instant, j'ai pas trop d'envie, non. Ok. Après, potentiellement, il y a peut-être un Z9 II qui va sortir pas longtemps. Peut-être. Est-ce que tu ressens le besoin d'avoir une évolution au niveau de ton boîtier? On peut toujours améliorer plein de choses, mais le Z9 est déjà un boîtier extrêmement complet. Je fais aussi pas mal de vidéos. Donc c'est un boîtier extrêmement complet qui permet de faire beaucoup de choses. Peut-être si on pouvait gagner un petit peu de poids en gardant cette autonomie-là, parce qu'on a quand même une bonne batterie, et puis peut-être un petit peu en ISO, mais bon, ça c'est les photographes, on n'est jamais assez content. Il faudrait qu'on puisse photographier complètement dans le noir et avoir des photos parfaites. Voilà, vous écoutez un photographe, premier jour de la compétition, il va vous dire qu'il n'y a pas, en tout cas pour la natation, il n'y a jamais assez de lumière, alors que c'est très bien éclairé. Et toi, Gaël, du coup, on a parlé un peu, 100-300, autre chose? Eh ben, j'aurais dit le même objectif que Charles, le 50-150 de chez Sony en F2. Il me fait de l'œil aussi, mais je reste fidèle à Canon. D'ailleurs, un point, c'est à quel point vous êtes fidèle à votre marque? Parce que je sais qu'il y a cette guerre quand même au niveau de chaque photographe, défendre sa marque corps et âme, alors que peu de gens sont payés pour ça. Et en fait, beaucoup payent pour avoir les boîtiers et les objectifs. À quel point vous êtes fidèle à votre marque? Est-ce que c'est juste par habitude ou est-ce que vraiment il y a une affection profonde? Moi, j'ai développé une affection profonde pour Canon parce que mon premier boîtier était un Canon et j'ai la chance de pouvoir emprunter gratuitement à l'année du matériel chez Canon France qui dispose d'un service en fait qui s'appelle le CPS, Canon Professional Service. Et donc voilà, il suffit que je leur envoie un petit message et puis ils me mettent à disposition de manière très sympathique. C'est très du bien ça. matériel, voilà, sur une durée déterminée. Donc ça crée quand même une certaine proximité et donc une affection particulière. Exactement. Ça fait longtemps que je te vois avec du Nikon au bord du Bas-Saint-Charles. Pareil, premier boîtier Nikon, et puis c'est premier boîtier il y a pas mal d'années Nikon, et puis c'est resté à chaque fois. Et puis après, bon, on va pas se mentir, une fois que vous êtes engagé, que vous avez un parc d'optique d'une marque, tout changer, ouais, ça peut devenir assez coûteux. Donc voilà, et puis après on développe aussi une relation avec potentiellement, moi j'ai mon revendeur à Paris qui s'appelle Photo d'Enfer, qui a
voilà, qui arrivent toujours à avoir des produits rapidement, à des bons prix. Donc voilà, quand on est dans un écosystème, on est... C'est difficile d'en changer. Oui. ouais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que je sais pas pour toi, Charles, mais nous, on a déjà nombreux en athlétisme à avoir été démarchés par une marque qui n'est pas présente sur cette table, Sony, Ok. pour participer à des événements, tester leur matériel, même des voyages presse pour tester du matériel. Et Sony sont très actifs là-dedans. D'accord. Parce qu'ils se sont beaucoup améliorés, je trouve, en termes de qualité photo. Avant, ils étaient quand même plus axés sur la vidéo. Mm. Et ils n'hésitent pas à démarcher, en fait, Et être d'autres photographes. assez agressif Voilà. auprès de vous. Exactement. On va aborder rapidement quelque chose, la partie vidéo, on n'en parle pas beaucoup, en tout cas depuis le début de l'épisode. Est-ce que vous voulez l'aborder? Charles, tu m'as dit, tu viens de dire que tu faisais beaucoup de photos, beaucoup de vidéos aussi avec le Z9. Quelle part ça prend dans ta pratique pour l'instant, la vidéo? C'est assez important. En fait, c'est vraiment variable dans l'année. Là, quand on attaque la partie natation qui va se dérouler, on va dire, là, à partir de juin jusqu'à la fin de l'année, je dirais que la vidéo représente que 20% de mon activité. Mais sur le reste de l'année, ça prend vraiment le pas. Ok. Donc, si on va dire de janvier jusque juin, ça peut être 80 à 100% des fois. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien ce produit-là, Nikon, qui me permet vraiment d'avoir filmé en 4K, ralenti. Voilà, surtout parce que je fais surtout essentiellement de la vidéo autour du sport. Et ça te permet de te filmer en 4K, 120, faire des ralentis, etc. Donc c'est un boîtier qui te permet d'être polyvalent aussi bien en photo qu'en vidéo et sans avoir aucun souci sur aucun aspect. Non, franchement, c'est vraiment vous avez juste un petit bouton ici, là. Mm. Et vous faites là, vous prenez des photos. Et là, vous faites des vidéos. Ce que beaucoup de clients nous demandent et ce qui est parfois compliqué à réaliser, c'est sur un événement, ils vous demandent de faire et de la photo et de la vidéo, de la même chose en même temps. Donc Ouais. des fois, c'est pratique d'avoir le boîtier sur lequel vous pouvez faire les deux. Et toi, Gaël, la partie vidéo? J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu un peu incontournable pour nous d'être polyvalent sur les deux, même si de base, photographe, c'est notre cœur de métier. Moi, j'ai dû apprendre à me former en vidéo parce que j'avais plus de demandes en vidéo qu'en photo Ok. et les budgets étaient aussi plus importants. Parfois, c'est un peu frustrant parce que quand on est photographe et qu'on passe des heures pour un budget qui est moindre et parfois on nous demande juste des rushs vidéo pour des sommes insensées, brutes, parfois je fais un pas de côté, je me dis l'économie de notre métier a quand même beaucoup, beaucoup évolué. Et comme le disait très bien Charles, nos boîtiers sont aussi adaptés, autant adaptés en tout cas aujourd'hui pour la photo que pour la vidéo. Donc j'ai 50-50. Mais quand c'est la période des compétitions, je passe à 100% photo. Aussi pour une autre raison, c'est qu'on ne peut pas filmer, nous, sur les vidéos d'athlétisme, Ok. les compétitions d'athlétisme, parce qu'il y a un diffuseur. Ouais. Donc une question de droit télé qui Ok. explique aussi ça. On va aborder un sujet, c'est de la concurrence. Vous photographiez du sport, et la concurrence dans le sport, on sait qu'il y en a pléthore. On arrive maintenant à vous en tant que photographe. On voit aujourd'hui, vous pouvez vous parler. Comment ça se passe un peu, j'allais dire, au bord des bassins ou à côté des pistes d'athlétisme, la relation entre photographes? Alors la concurrence, elle existe, on est nombreux. Après, moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On a tous des styles différents, des clients différents. Et à l'inverse, sur un événement, dans la mesure où on arrive généralement tous avec notre client, on est tous en train de s'entraider. Moi, j'ai jamais ressenti la moindre animosité entre photographes. Alors oui, parfois, il y a des petits coups de coups de coude, etc., lors de moments un peu clés, mais c'est jamais malveillant, c'est jamais pour nuire à une autre personne. Donc on est très très nombreux, surtout sur les Jeux Olympiques où là, il y a une avalanche de photographes. Au contraire, les photographes ont toujours été très bienveillants avec moi en termes de conseils. Ils m'ont jamais voulu de mal, quoi. D'accord. Et toi, Charles? C'est plus quand vous arrivez dans une discipline où une personne peut avoir été seule un moment et que vous arrivez, vous êtes peut-être un peu plus jeune, vous avez peut-être un meilleur relationnel avec les athlètes parce que vous avez plus l'âge des athlètes et que cette personne-là a l'impression que peut-être elle a moins d'importance sur des athlètes, alors ce qui n'est pas le cas. Ça peut créer une tension. Après, c'est jamais physique, mais voilà, là c'est ma place, j'étais là avant toi. Et aussi, tu arrives dans une situation où potentiellement, tu as des photographes qui sont là depuis très longtemps, qui ont déjà fait des choses, et toi, tu arrives avec un œil nouveau, donc forcément, tout ce qui est nouveau, ça attire aussi un peu plus. Ça peut jouer en ta faveur. Après, c'est aussi sur le long terme comment ça se développe et comment ça se pérennise. Ce qui est important quand même, c'est qu'on a besoin de regards neufs, et on a besoin aussi d'autres regards. Un photographe ne peut pas faire toute la compétition parce qu'il y a énormément de nageurs ou d'athlètes ou de sportifs en général sur une compétition. Et c'est bien aussi qu'il y en ait plusieurs pour varier les choses. Tout à fait. Après, c'est plus on est encore dans l'émotionnel. Je pense aussi, on n'est pas forcément dans le rationnel.
Voilà, après, il y a des Alors, choses. en général, ça se passe quand même bien. Oui, en général, ça se passe très bien. Les seules fois où j'ai vu que ça pouvait, enfin, ça me concernait pas, mais c'est sur des grosses compétitions, c'est pour des positions. D'accord. Il y a des gens qui arrivent à s'arranger toujours pour arriver avant les autres, donc on arrive à 6 heures du matin, ils ont déjà réservé leur place alors que les portes sont pas ouvertes. On sait pas trop comment ils ont fait, ils sont arrangés avec les gens de la télé, donc du coup c'est déjà monté très très fort dans les tours. Après il faut savoir que pour nous driver ou nous contenir sur ce genre de manifestation, il y a un photo manager D'accord. donc qui est là pour faire en sorte que les positions soient respectées. Et puis, chose extrêmement importante qu'on n'a pas abordée, c'est qu'on n'interfère pas avec la télé. Donc il faut savoir que c'est un peu tous les photographes, j'exagère un peu, sont un peu ligués contre la télé parce que faut savoir que c'est la télé, la source de revenus numéro un des événements, la vente des droits télé. Donc la télé a la priorité sur absolument tout, même sur les photographes. Donc vous êtes là en train de photographier une scène, un truc qui est top, et là le cadreur va arriver devant et lui n'a pas justifié. C'est-à-dire que vous alliez peut-être avoir la meilleure photo de votre vie avec une émotion incroyable, avec l'arrière-plan qui a bien tout mis bout à bout. Et là, à ce moment-là, le cadreur arrive et ne bouge pas parce que lui, voilà, ils ont la priorité sur nous et voilà. Donc, et il ne faut pas non plus nous qu'on interfère. Donc, par exemple, pour les podiums, pour les jeux, il faut bien rester très assis, très bas pour que le cadreur, on gêne pas les plans. Voilà. Un autre aspect qui rentre un peu dans cette case de la concurrence, c'est aussi la mixité. Gaëlle, comment on fait pour prendre sa place en tant que femme dans un milieu qui est majoritairement, et j'espère que ça va bouger, un monde d'hommes? C'est très compliqué. Déjà, il faut savoir qu'aux Jeux Olympiques de Paris 2024, il y avait seulement 15% de photographes accrédités qui étaient des femmes. Donc c'est un petit peu en augmentation. À Tokyo, si je ne dis pas de bêtises, elles étaient seulement 12%. Mais ça reste peu. On fait face de manière très régulière à des remarques sexistes. Ok. On remet en question notre travail, c'est-à-dire est-ce qu'on est légitime d'être là? On se met à douter. Mais c'est là où je vais prendre en exemple une photographe qui s'appelle Pauline Ballet, qui est pour moi la meilleure photographe française à ce jour. Et elle est très inspirante parce que c'est quelqu'un qui humainement est super, professionnellement super, et elle arrive à être à la fois gentille mais ferme. C'est-à-dire qu'elle sait se faire respecter, mais à côté de ça, elle est adorable. Et pour moi, c'est l'exemple même que toutes les filles peuvent réussir. J'ai déjà pu échanger avec des consoeurs qui me disaient qu'elles étaient prêtes à arrêter parce que des gestes déplacés, et puis ça va aussi être des choses où on va réfléchir peut-être 2 fois plus longtemps le matin sur la manière de s'habiller. On va remettre en question ou nous faire un ou deux commentaires déplacés. Et aux Jeux Olympiques, sur l'épreuve de marche athlétique, il y a quand même un photographe qui m'a dit, quand je me suis placée sur la ligne d'arrivée, en anglais, « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça, qu'est-ce que je fais là ? Bah, t'es une femme, tu devrais pas travailler. » Ok, on Voilà. en est encore Donc là. on en est encore là. Ok. Voilà, donc ce genre de choses, c'est compliqué et je suis loin d'être un cas isolé. C'est-à-dire que toutes les femmes photographes sont confrontées à ces problématiques aujourd'hui. Et même s'il y a du mieux, il y a quand même toujours des choses très compliquées. Il faut juste savoir s'affirmer de manière gentille mais ferme. J'espère que ça bougera. On a vu au Jeux de Paris que la parité était respectée au niveau des athlètes. Peut-être que ce sera aussi bien au niveau des photographes et de tout ce qu'il y a à côté. On va parler un peu d'un autre sujet qui concerne l'argent. Aujourd'hui, en fait, comment on peut vivre de la photographie de sport ? Je pense qu'il faut être à l'aise sur plusieurs disciplines, photo, vidéo, tout combiné avec peut-être si vous faites que de la vidéo, vous avez des débouchés. Et après, ce qui est très important, c'est d'avoir le réseau, les contacts. Voilà, vous pouvez être excellent photographe. Si vous n'avez pas de réseau qui va vous solliciter, vous n'allez pas avoir de clients. Aujourd'hui, c'est un peu ça. Donc, il y a un outil qui est très bien aujourd'hui qui s'appelle Instagram. Je crois qu'on le connaît. Qui est un très bon levier pour se faire une vitrine. Contacter, donner des photos aux athlètes pour les repartager. Voilà, c'est un peu ça, peut-être, moi, ma stratégie, c'est leur donner des photos, qui les utilisent, et puis petit à petit, votre réseau, au fur et à mesure des ans, s'agrandit, et puis un client va en déboucher sur un autre. Voilà, donc ils vous ont demandé des photos, mais après, ils voudraient bien faire de la vidéo, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, donc c'est un peu ça, faut être au moins faire de la vidéo, je pense que c'est important dans le sport. Et puis après, sinon, il faut faire que de la presse, mais là, vous n'êtes jamais chez vous, et vous dormez plus à l'hôtel tout au long de l'année que chez vous. Si je comprends bien, Gaël, tu vas m'éclairer là-dessus. La photo que tu fais au bord des pistes d'athlètes, c'est pas forcément celle-là qui va te rapporter le plus d'argent, ou est-ce que c'est peut-être plus avec les marques, sur des choses annexes? Comment ça se passe? Est-ce que photographier des athlètes, est-ce que ça permet de gagner sa vie? Alors, ça permet de gagner sa vie si on travaille, comme le disait Charles, pour des marques. Les marques, globalement, c'est celles qui payent le mieux, parce qu'elles ont plus de budget, et qu'on leur cède aussi généralement nos droits
photo. D'accord. Et ça, moi, c'est le cœur de mon revenu, c'est ma cession de droit, plus que la photo, la vente de la photo en elle-même. Il faut savoir que ça m'est déjà arrivé sur des événements de recevoir des messages, alors que j'y étais pour un média. « Ah, mais tu es là-bas, moi j'ai un athlète de telle marque qui court là, 250 € la photo si tu me l'envoies dans la minute. » Bah, On prend. on prend. Mais oui, aujourd'hui, c'est possible de vivre de la photo de sport. Par contre, il faut savoir que ça reste un métier précaire. Aussi parce que des professionnels, enfin des photographes qui se veulent professionnels, bradent leur prix, quitte à démarcher ton client et te proposer le même service, mais gratuitement. Ok. Donc ça, c'est quand même un vrai sujet, c'est que derrière, tu arrives avec ton expérience, ta plus-value, et on te dit, mais oui, mais on m'a proposé la même chose gratuitement. Donc, Si on résume un peu, les sportifs ne sont pas vos clients d'aventure parce que c'est pas forcément eux qui vont payer vos photos. Non, alors les sportifs vont plutôt faire appel à moi hors saison, hors compétition, pour faire des shootings, des petits trucs, parce qu'il faut se montrer auprès des sponsors, etc. Mais une fois sur la compétition, comme on y est en tant que média, nous, on leur envoie les photos de manière gratuite, puisqu'on touche l'argent de la pige, on est payé pour être sur l'événement. Il faut savoir qu'en athlétisme, je sais pas comment c'est en natation, mais tous les athlètes n'ont pas, même ceux présents aux Jeux Olympiques, n'ont malheureusement pas le budget Bien sûr. pour payer ces photos, donc nous, ça nous coûte rien pour le coup de les envoyer, ces choses-là. Très bien. Tu disais tout à l'heure que forcément, il y avait des photographes qui se bradaient un peu, mais est-ce que c'est pas aussi par méconnaissance des tarifs ? Alors, il y a de ça, parce que ça reste un milieu assez opaque. Établir ses tarifs, c'est très compliqué. Et on est là pour démystifier les choses. Voilà. Donc, donnez-moi les tarifs. Donnez-moi les tarifs. Tu payes combien pour avoir les tarifs ? Faut que je paye aussi. Faut que tu payes. Non, mais la question, c'est en fait, alors on va pas donner le tarif exact, mais une fourchette de prix qui peut paraître décente et pas non plus casser le marché parce que ça ne servira à personne, ni la personne qui le fait, ni vous. Est-ce qu'on peut avoir une fourchette de prix si, par exemple, combien ça peut rapporter une journée sur un stade, sur un événement, une journée au championnat du monde d'athlétisme, par exemple ? Alors déjà, je te répondrai une réponse de photographe. Tout dépend de l'usage de ta photo derrière. Très bien, Voilà. du coup, parle-moi des usages. Alors, si tu as un usage exclusivement digital, donc sur ton réseau social, et si cet usage va être un one-shot, ou si tu veux les droits sur un an ou sur plusieurs mois. Après, tu as des usages qui vont être print, donc si tu veux en faire des affiches, des cartes dédicacées, ce genre de choses. En sachant que personnellement, je ne facture pas les mêmes droits si je cède à un athlète ou à une marque. D'accord. Comme les marques ont plus d'argent et qui a souvent aussi une utilisation promotionnelle, publicitaire, commerciale. Mais je ne sais pas, toi, si Charles, c'est différent. Moi, avec les athlètes, la règle est très simple. S'il n'y a pas d'utilisation commerciale, etc., moi, je cède aux athlètes. D'accord. Par contre, il faut que ce soit une communication. Ils me disent, voilà, j'ai fait tel résultat, mais pas de collab avec une marque, etc. Voilà, mais après, oui, c'est ça. Si c'est pour une utilisation one-shot digitale, une fois, ce ne sera pas le même tarif que si on veut faire un print dans un livre photo tiré à 40 000 exemplaires ou faire une couverture ou... voilà, en fait, c'est vraiment l'utilisation de la photo qui va guider le tarif et puis aussi la durée d'utilisation potentiellement. Si c'est juste un one shot, on publie, terminé. Par contre, si on veut garder la photo, l'utiliser plusieurs fois, la garder indéfiniment, par exemple. Donc, Voilà. ce qui va influencer beaucoup la photo, c'est l'utilisation qu'on va avoir sur le support, sur la durée et aussi sur le territoire, potentiellement, si c'est quelque chose de très local ou c'est quelque chose qui est mondial. Pour résumer, plus l'audience est large, plus c'est cher. Ok, donc j'ai compris que j'aurais pas de tarif précis, mais en tout cas, d'aventure... Tu peux avoir la fourchette max, c'est l'infini. Voilà. Non, mais voilà, On a dit vous, de zéro à vous infini. avez Nike qui vous commande une photo qui va être pour une campagne de pub, enfin qui commande ou qui veut utiliser une photo pour une campagne de pub mondiale qui va être diffusée dans tous les pays de la planète pendant un an. Une photo, je peux la vendre de 100 000 euros. Enfin, après, c'est le prix aussi qu'eux, ils sont prêts à mettre. Si vous êtes le seul à avoir la photo, il n'y a que vous qui l'avez. Voilà, eux, s'ils la veulent et que la photo est assez puissante pour leur permettre de vendre des t-shirts et des baskets, ils mettront le prix. Voilà. Après, si c'est une photo, voilà, on va dire que ça peut commencer à 100 euros, quoi. Ok. 100 euros pour une utilisation digitale, voilà, mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte. Puis après, il y a aussi une chose, c'est combien de fois vous avez travaillé avec le client. Si c'est la première fois qu'il vous demande, vous faites votre tarif de base.
Ok. Tu fais ton tarif de base. Mais si c'est un client avec qui tu travailles très régulièrement, bien sûr, tu as un tarif qui s'est mis en place. Et puis, il y a peut-être même un tarif qui s'est discuté avant d'y aller, si tu veux. Donc, C'est difficile d'avoir un tarif, je l'entends bien. Ouais. Bah, est-ce que, par exemple, quelqu'un, un photographe qui veut se lancer, est-ce que s'il vous contacte, vous pourrez peut-être l'aiguiller potentiellement? Ce sera peut-être l'occasion de mettre vos comptes Instagram et potentiellement, s'il y a un photographe qui se pose la question sur une utilisation précise, j'ai cette photo, telle marque la veut, peut-être que vous pouvez être ressource là-dessus pour aiguiller un peu les jeunes photographes. Oui, bien sûr. Ça, c'est toujours avec plaisir qu'on peut discuter, en sachant qu'on n'a pas la science infuse non plus, on ne connaît pas tous les prix. Mais il existe des syndicats de photographes qui éditent des grilles de salaire. Et moi, ça m'a beaucoup aidé au début, en tout cas, pour fixer mes tarifs. Donc, je les invite à consulter aussi Ok. ces grilles-là qui sont très claires et sur tout type d'usage. On va passer du coup à vos futurs projets. Du coup, je laisse Gaël commencer. Quels sont tes futurs événements, tes futurs projets et vers quoi tu as envie de tendre pour le futur? Alors, mes futurs événements, là, je me consacre à la saison d'athlétisme. Donc, ça va être les Diamond League, qui sont les grosses compétitions, le circuit de grosses compétitions dans l'année. Avec à terme, en septembre, les championnats du monde à Tokyo, 13 au 21 septembre. Mais à terme, j'aimerais beaucoup me diversifier, faire d'autres sports et plus me tourner vraiment sur des reportages photos, raconter des histoires, ce pourquoi j'ai commencé la photo et plus forcément me limiter à des événements sportifs. Aller, bien sûr, toujours ça, mais aller plus loin, suivre un athlète sur l'année, un ou plusieurs d'ailleurs, raconter son histoire, photo, vidéo, je sais pas trop encore, mais voilà, c'est vers quoi j'aspire. Ok, très très bien. Et toi, Charles, je sais que tu m'as glissé quand même que tu avais quelque chose à nous annoncer. sur la partie photo pure pro, là, donc il y a les championnats de France, donc la saison de natation, championnat de France qui va arriver à Montpellier très prochainement. Et puis après, on a les championnats du monde à Singapour. Et puis après, moi, j'ai un projet photo donc, qui va concerner directement les photographes amateurs. Donc c'est une plateforme photo sur laquelle ils vont pouvoir poster leurs photos d'événements vraiment amateurs. Donc c'est les courses à pied du coin, etc. Mhm. Donc ça va leur permettre déjà, de centraliser toutes les photos, parce qu'aujourd'hui les photos sont postées sur des groupes Facebook, donc quand vous n'êtes pas de la région, vous ne savez pas retrouver votre photo. Donc voilà, le but c'est de centraliser les photos, et de deux, c'est qu'ils puissent se faire un petit revenu, donc voilà, c'est de vendre les photos aux participants. Donc cette plateforme permet en fait de le faire, ce que tout seul vous ne pouvez pas faire, parce qu'il faut mettre en place un système de paiement. Donc là, vous mettez vos photos, vous pouvez choisir soit de les laisser en libre accès gratuite, soit dire bah voilà, moi j'ai un petit niveau, j'ai commencé à faire des belles photos, et puis cette compétition-là, je sais que les gens seront prêts à les acheter, et donc vous pouvez les vendre entre 1 et 5 euros, voilà. Ok. Mais ça se destine vraiment aux événements amateurs, donc c'est les courses locales, pas du tout pour les événements, même les événements organisés par les pros, c'est pas des marathons de Paris, c'est vraiment la course du coin, Ok. et c'est vraiment ouvert à tous les sports, donc natation, les sports équestres, les sports canins, le parasport bien sûr. Voilà, donc le but, voilà, c'est de créer cette plateforme qui va s'appeler Spicto, qui va être lancée à la rentrée. Pro aussi, je pense que comme Gaël aussi, plus du reportage, approfondir un peu les choses, parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on voit beaucoup ce qui brille, on voit beaucoup l'événement, Mm. mais on voit pas beaucoup ce qui se passe derrière, et c'est très très intéressant, parce que c'est là que tout le travail est fait. Il y a une autre ambiance, l'athlète est un peu seul des fois face à lui-même, donc ça je pense que c'est très intéressant De le documenter. de le documenter, de le voir, et de faire des images de ces sujets-là. Ben merci. Je pense qu'on va essayer de conclure là-dessus. Je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Non, juste un petit mot pour tous ceux qui veulent se lancer. Il faut pas hésiter, il faut pratiquer et c'est pas qu'une question de matériel. Il faut d'abord travailler son œil, peu importe le boîtier. Faut pas, et surtout ne pas hésiter à envoyer des messages aux photographes parce que c'est accessible à tout le monde. Très bon message. Charles, Bah, fais mieux. je vais reprendre un peu le même message. Ouais, faut vraiment pratiquer. C'est comme le sport aussi. On peut regarder tous les tutos sur YouTube qu'on veut. Il faut pratiquer, comprendre la discipline. En tout cas pour le sport, c'est vraiment très important d'arriver préparé. Et puis de pratiquer, de faire des rencontres, de créer des liens avec des athlètes. Alors c'est pas obligé d'être des champions olympiques. Ça peut être des athlètes en devenir. Ça peut être des gens qui pratiquent, comprendre. Ne pas hésiter aussi d'aller vers le parasport, parce que je pense qu'ils ont besoin de soutien, Totalement. et je pense qu'il y a des très belles images à faire, voilà. Et puis je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose, moi, que j'ai envie de plus couvrir aussi, c'est voilà, vraiment le parasport. Il y a des histoires, voilà. Parfait, je crois qu'on a été complet. Je crois qu'aujourd'hui c'est l'épisode le plus long sur ma chaîne, donc il va falloir que je me débrouille avec ça. En tout cas, merci pour votre temps, merci pour vos explications, merci pour vos émotions à travers vos photos. J'espère qu'on aura mis assez l'accent sur votre travail et on se rejoint bientôt sur un nouvel épisode de Sport Talk.